Alors, je présente d'abord Meg. Meg, donc, est devenue une amie au fil des années. C'est une professeure agrégée d'anglais au lycée Condorcet, si je me souviens bien, c'est ça, il s'appelle comme ça, hein, Oui, tout à fait. et qui enseigne donc l'anglais à des élèves de lycée et qui a eu envie de creuser la thématique des religions et s'est inscrite dans le master religion il y a 3 ans et donc a suivi les cours du master par pur plaisir puisqu'elle n'en avait pas besoin ben oui, c'est vrai, vous en aviez pas besoin pour vos diplômes, ni pour rien. Et Donc définir ça le mot besoin aussi. comment? Comment? Définir le mot besoin. Voilà et donc elle a fait un mémoire absolument extraordinaire sur ce personnage dont elle va nous parler aujourd'hui, le révérend William Barber et elle nous avait présenté également son parcours, lors d'une présentation à l'université. C'était tout à fait bien, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lui demander de nous présenter quelque chose maintenant, puisque le personnage est de plus en plus célèbre. Je n'en dis pas plus. Alors, maintenant que je vous ai présenté Meg, alors Meg est américaine à l'origine, hein, franco-américaine, donc Ah, évidemment elle a accès absolument à toutes les sources et puis elle comprend l'anglais parfaitement. Donc, elle va nous expliquer qui est ce monsieur. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de faire comme traditionnellement une courte biographie de Bob. Allez-y, Meg. alors, on y va. Donc, ce soir, on parlera du référent William Barber. J'insiste sur le référent tout simplement parce que si vous cherchez William Barber sur Google, ce ne sera pas le bon, en fait. Il est vraiment connu comme le révérend William Barber. Et donc, ce sera lui qui sera donc notre sujet de discussion pour ce soir. Avant de commencer, je voulais profiter de l'instant juste pour vous remercier à tout le monde d'être là ce soir. On a sans doute plein d'autres possibilités pour nos couvre-feux, nos soirées de couvre-feu. Donc, je voulais remercier tout le monde. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et aussi, vous encourager également avec l'accord de Madame Rigal-Salar de me couper. Si jamais vous avez des questions, si jamais ce que je dis n'est pas clair, si jamais vous avez des commentaires à faire, donc il y a, pour moi en tout cas, ça ne pose aucun problème. Donc je vous invite vraiment d'échanger en même temps, parce que parfois, il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires. Je suis là également pour essayer d'expliquer. Alors, William Barber, le révérend William Barber, qui c'est? Bon, ce soir, on verra justement le rapport entre religion, politique et l'âme d'une nation, la nation étant bien évidemment les États-Unis. On verra ce soir William Barber en tant que pasteur, mais aussi en tant qu'activiste et organisateur. On parlera de la crise morale qui constate aux États-Unis aujourd'hui, mais aussi sa solution à cette crise morale, c'est-à-dire un réveil moral. On verra sa méthode justement pour mettre en place ce réveil moral, qui est en fait la politique de fusion. Et on verra également si on peut comparer William Barber à Martin Luther King. Je crois que c'était marqué Martin Luther dans le mail envoyé. En fait, on le compare très souvent à Martin Luther King. Oui, Donc, excusez-moi hein, si je c'est ne pensais pas à l'allemand. Hein. c'est pas grave du tout, mais effectivement, c'est à Martin Luther King qu'on compare très souvent William Barber et non pas à Martin Luther. Et si le temps nous le permet, on parlera également des drames de 2020 et ce qu'il en pense, hein, Barber, de cette situation-là. Alors, pour commencer, je vais demander à quelqu'un de me dire, d'identifier, dans la photo que je vais vous présenter, d'identifier les personnes, le lieu et l'activité. Alors, je vous lance, je vous donne la photo. Alors, qui est-ce? Ils sont où et Biden. que font-ils? Biden, C'est Biden. Oui, Biden. Biden. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez identifier le lieu par hasard? Et il jure devant le comité sur un rapport à la religion ou sur bonne foi.
Oui, effectivement, les Américains, aussitôt qu'ils mettent la main sur le cœur, en principe, c'est pour prêter allégeance au drapeau américain. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est ce qu'ils font. Et ce qui n'est pas du tout incompatible avec un service religieux. Hein. Donc, on sait très bien que bon, là, ça marque un départ par rapport à notre idée de la laïcité, mais la religion et la politique aux États-Unis se mélangent très souvent. Donc, effectivement. Et est-ce que vous savez où ils sont? Est-ce que quelqu'un pourrait deviner où ils se trouvent? Ils sont en France. Ah, c'est pas en France, mais effectivement, il y a un côté un peu 18e. Oui, c'est ça. Ah bon? Ouais. Ils sont en fait à la Maison Blanche. La Maison Blanche, déjà. Oui, ils sont à la Maison Blanche. Et que font-ils? En fait, ils sont à la Maison Blanche pour le service de prière de l'investiture, sauf que c'est à distance. Donc, normalement, ce service de prière a lieu à la cathédrale nationale à Washington. Mais puisqu'il y a Covid, cette année, c'était à distance. Donc, ils sont à la Maison-Blanche. Et ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est Kamala Harris, la vice-présidente, et le premier monsieur des États-Unis, son mari, qui sont à droite de Joe Biden et sa famille. On ne les voit pas. La caméra ne les voit pas. Et donc, on est le 21 janvier 2021, donc c'est tout récent. Mais la raison pour laquelle je vous demande d'identifier cette photo, qu'est-ce que ça a à voir avec William Barber? C'est que devinez ceux qui regardent eux. Le président des États-Unis, sa famille, la vice-présidente regardent quoi et qui? Ben là, c'est pas difficile. Hein? William Barber. Le révérend William Barber, qui est là. On s'en doutait. Donc voilà notre révérend William Barber qui regarde donc en direct depuis la cathédrale nationale à Washington. Alors, je voulais vous montrer un tout petit peu ceux qui regardent parce que William Barber a été choisi par le président de donner l'homélie pendant ce service de prière de l'investiture. Alors, ce que je vais vous montrer est en anglais, mais sachez que William Barber, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave, hein? Donc il va parler justement du choix qui se présente devant le président et la vice-présidente. Il va leur parler directement et il va parler du fait qu'il y a un choix à faire pour réparer les fissures, les ruptures ou les brèches, qu'il faut agir en tant que réparateur des brèches et que pour vraiment chercher à réunir un pays totalement divisé, ça passe par la compassion et ça passe par la justice sociale. Alors, je vous laisse découvrir un peu William Barber. C'est pas très long. Alors, on y va. Choose first to repent of the policy sin and then repair the breach. The breach, according to the imagery of Isaiah, is when there is a gap in the nation between what is and how God wants things to be. Transposed to our time, the breach is when we say one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all, with our lips, while we see the rich and the poor living in two very different Americas. The breach would be knowing the only way to ensure domestic tranquility is to establish justice. It is pretending that we can address the nation's wounds with simplistic calls for unity. That is not how we can close the breach. The breach is telling lies when we need truth, greed when we need compassion, fighting one another when we need to find common ground, and hating when we ought to be loving. And every now and then, a nation needs breach repairers to take us forward. Mr. President, you have known the breach of economic struggle in your childhood and the breach of a broken heart. Madam Vice President, you have known the political and social breach caused by racism that tried to place a breach between the intelligence you had and the school you could attend. Your mother fought and organized because she knew this nation's breach. And both of you know that the only way forward is for the breaches to be repaired. Voilà notre William
Barber. Alors, encore une fois, il répète le mot breach, qui est donc brèche, rupture en français. Qui c'est ce William Barber? Comment est-ce qu'il est arrivé là pour parler devant le président des États-Unis et la vice-présidente? Qui est ce William Barber? William Barber, en fait, avant tout, c'est un pasteur. D'accord? Donc, vous l'avez vu, il ne sort jamais en public sans ses habits ecclésiastiques. Là, vous l'avez vu en robe de docteur d'université. C'est un habit traditionnel pour certaines églises protestantes. Mais autrement, William Barber, comme vous voyez là, est toujours un habit ecclésiastique. Donc, soit c'est la soutane, donc il a toute une collection noire, grise, blanche, rouge, etc. Très souvent avec l'étole liturgique, comme vous voyez, donc à gauche, et quasiment chaque fois avec la croix pectorale et une chemise avec col blanc. Donc, on identifie de suite comme un homme religieux. Et Barber, en plus, il commence chaque discours, chaque conférence, chaque congrès, chaque fois, et quel que soit le public, il commence avec une prière. Alors, la seule exception, ce serait pour un entretien à la télé qui dure très peu. Donc là, il ne va pas faire la prière avant. Mais il aura un discours religieux. Donc, effectivement, c'est un homme religieux. On ne peut pas se tromper là-dessus. C'est important de se rappeler. Alors, pasteur de quoi? Alors, William Barber est pasteur de le Greenleaf Christian Church. Le Greenleaf Christian Church est une petite église qui se trouve dans la Caroline du Nord. Donc, vous voyez en rouge aux États-Unis, c'est sur la côte aux États-Unis, ici, et dans la ville de Goldsboro. Donc, c'est la 3e ville de Caroline du Nord. Et c'est là où se situe l'église, le Greenleaf Christian Church de William Barber. Alors, William Barber a été nommé pasteur dans cette église en 1993. Donc, il y est depuis un certain temps, c'est clair. Et dans cette petite église assez traditionnelle, donc on voit qu'il est là. Et dans cette église assez traditionnelle, donc une église noire traditionnelle aux États-Unis, tous les dimanches, ou quasiment tous les dimanches, il y a à peu près 100 à 200 personnes qui viennent l'écouter, prédiquer et prier. Barber, comme tout pasteur ordinaire, rend visite aux malades et comme tout pasteur protestant ordinaire, il enterre ses morts et il chapeaute des événements et des programmes pour sa communauté. Alors, William Barber se dit pasteur bibliciste, évangélique, progressiste, théologiquement conservateur. Mais quand William Barber dit qu'il est pasteur évangélique, on ne peut pas confondre Barber avec ce à quoi on pense quand on pense pasteur évangélique. C'est-à-dire que la plupart des pasteurs évangéliques tels que vous pouvez imaginer font partie des nouveaux mouvements religieux, des nouveaux groupes religieux, qui en fait n'ont rien à voir avec la tradition religieuse de Barber. Ah, je crois que Madame Rigal-Seller, il faut rallumer la... Madame Rigal, vous voulez pas gêner? Oui, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa tradition? Oui, très bien. Alors, William Barber, comme je dis, ne fait pas partie de ces nouveaux mouvements religieux. Il fait partie d'une tradition protestante qui est aujourd'hui aux États-Unis une église institutionnelle, donc qui existe depuis un certain temps. Alors, pour vous donner une idée, il fait partie de ce qu'on appelle l'église chrétienne disciple du Christ. Alors, quand on dit église chrétienne, on ne parle pas de l'église chrétienne en général aux États-Unis. On parle d'une dénomination protestante qui s'appelle l'église chrétienne, disciple du Christ. Et pour vous situer un tout petit peu par rapport à ça, si on prend l'arbre généalogique des églises chrétiennes, donc si on part sur l'église chrétienne donc établie au 1er siècle de notre ère, donc vous voyez en haut,
on part de l'Église chrétienne en général à l'Église catholique, donc avec le dernier schisme au XIe siècle. Ensuite, comme vous le savez, à la Renaissance, on est parti sur plusieurs schismes, et là, nous avons l'Église réformée. Donc, et en ce qui nous concerne, c'est plutôt l'Église de Calvin, puisque un peu plus tard, il y a eu donc un schisme supplémentaire chez les presbytériens. C'était un Écossais qui avait décidé que voilà, on ne voulait plus suivre Calvin, on voulait suivre donc Knox. Et ensuite, de l'Église presbytérienne, on est arrivé à l'Église de Barber, qui est les disciples du Christ, qui a été fondée au tout début du 19e siècle aux États-Unis. Donc, ça fait effectivement plus de 200 ans que cette Église, l'Église chrétienne des disciples du Christ, existe. Alors après, je pourrais parler un peu de... Meg, est-ce que vous pouvez remettre votre micro? Meg, vous pouvez remettre votre micro? Et là, bon, oui, c'est bon. Je me suis permis de fermer les autres micros parce qu'il y avait des bruits de fond. Ah oui, d'accord. Et donc, vous m'avez perdu à quel moment? Et le vôtre, non, à l'instant, à l'instant. À l'instant? Ah oui, d'accord. Vous parliez des disciples du Christ et tout ça, c'est bon. D'accord. Donc voilà, on est aux disciples du Christ. Et sans tarder trop sur l'histoire de l'église de Barber, je voulais juste vous montrer ce qui est essentiel, ce qui est à retenir, ce qui pourrait aujourd'hui expliquer pourquoi Barber agit comme il agit. Donc, pour vous donner juste une petite idée, donc l'église chrétienne disciples du Christ, donc en anglais c'est Christian Church Disciples of Christ, c'est toute une histoire de schisme et de fusion, mais ce qui est à retenir, c'est que entre ces trois personnes, donc en bas, nous avons un homme qui s'appelle Stone, qui s'appelle Barton Stone, et en haut, un homme qui s'appelle Thomas Campbell et son fils Alexander Campbell. Donc, ces trois hommes étaient à l'origine d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Stone Campbell. Tout simplement, ils étaient tous pasteurs presbytériens, mais ils trouvaient justement que la doctrine presbytérienne était trop exclusive. Et ils cherchaient, donc ces deux hommes, dans deux régions différentes, mais à peu près en même temps, ils cherchaient une vision beaucoup plus ouverte du salut pour tout le monde. Et ils prenaient d'ailleurs une certaine liberté de conscience individuelle, une tolérance pour les pratiques et des opinions qui étaient différentes de ce que l'Église presbytérienne exigeait pour le salut. Tout ça pour dire que ils avaient vraiment une vision d'unité parmi tous les croyants, parmi tous les chrétiens. Et aujourd'hui, on retrouve ces idées-là chez Barber. On retrouve cette idée de tolérance, on retrouve cette idée d'union parmi tout le monde. Donc, en fait, grâce à une fusion, ce qui avait commencé par une église presbytérienne, et puis après, il avait fait plein de schismes, a finalement s'est regroupé au début du 19e siècle. Et aujourd'hui, c'est donc l'église chrétienne disciples du Christ et la petite église de Barber qui fait partie de ce mouvement-là, qui est aujourd'hui une église institutionnelle. Alors, est-ce que jusqu'à là, ça va? OK. Alors, mais William Barber, si on en parle ce soir, c'est pas juste un pasteur, en fait. Parce que pourquoi en parler juste un pasteur comme ça? Ah, parce que William Barber n'est pas que pasteur. William Barber, est-ce qu'il n'est pas justement un homme politique aussi? La question peut se poser, c'est une question légitime. La réponse, c'est non. William Barber, ce n'est pas un homme politique. Là, on est d'accord. Il se dit d'ailleurs qu'il se dit officiellement indépendant. Alors, vous savez, aux États-Unis, il y a à peu près, il y a deux partis principalement, deux partis politiques. Les démocrates qui sont plus de gauche, les républicains qui sont plus de droite. Bon, le système politique aux États-Unis n'est pas vraiment comparable au système politique en France, mais bon,
de façon générale, on peut dire que les démocrates sont de gauche, les républicains sont de droite. William Barber dit, je ne suis pas républicain, je ne suis pas démocrate, je suis indépendant. Il dit, et je cite, « Je sers un Dieu qui n'est ni de gauche ni de droite. » Très bien, d'accord. Il insiste, William Barber insiste non pas sur le droite ou gauche, c'est-à-dire right ou left, mais sur le right et wrong. Autrement dit, donc le bien et le mal. Alors, c'est bien facile, hein, William Barber, de dire ça, sauf que depuis très longtemps, il est tout de même associé avec le Parti démocrate, donc le parti de gauche. Ici, on le voit avec Bernie Sanders. Alors, Bernie Sanders qui est considéré comme l'extrême gauche aux États-Unis, puisqu'il a des idées socialistes. En fait, bon, comme je vous ai dit, le système politique n'est pas vraiment comparable, mais Bernie Sanders, qui serait vu comme un socialiste en France, est considéré comme l'extrême gauche aux États-Unis. Et là, nous voyons que Barber est associé avec Bernie Sanders, qui est d'ailleurs invité dans son église, dans l'église de Barber. La photo a été prise dans l'église de Barber. Et Barber, depuis toujours, est associé avec la gauche aux États-Unis. Pendant 12 ans, pendant très longtemps, il était à la tête de la NAACP. Alors, c'est une organisation de défense des droits civiques au départ pour les personnes de couleur, mais qui aujourd'hui défendent les droits civiques pour tout le monde. Je ne sais pas si Mme Rigal veut ajouter quelque chose là-dessus. Non? Tout est parfait, Meg. D'accord. Donc, William Barber était président de la section de Caroline du Nord de la NAACP. Et sachez que la NAACP de Caroline du Nord, c'est le deuxième plus grande de la nation. Donc, il n'était pas à la tête de l'organisme national, mais presque. Voilà. Et puis, William Barber également s'associe avec des personnalités politiques de gauche depuis des décennies. Plus récemment, donc vous voyez ici, cette photo a été prise en 2020, plus récemment, il a organisé des réunions publiques dans son église pour aborder les préoccupations de sa communauté. Et donc, il a eu Bernie Sanders, il a eu aussi Buttigieg et Steyer, deux autres candidats démocrates, dans son église. Un peu plus tôt, en 2020, il avait organisé une table ronde pour les responsables démocrates à Washington. Et à cette table ronde a été invité Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de communication entre William Barber et des hommes et des femmes politiques très importants aux États-Unis. En plus, William Barber a des mots très durs pour les républicains. Alors là, il n'y va pas avec des pincettes. Quand il parle des républicains, il a vraiment des mots très durs. Surtout donc pour l'ancien président Donald Trump, qu'il adore comparer aux despotes du passé. Et comme Barber est un homme religieux, les despotes du passé à qui il compare Donald Trump sont Ponce Pilate ou Nabucodonosor II et son préféré, Jules César. Alors là, Barber, il y va à fond. Barber fait des références à peine voilées à Trump dans ses discours et pendant ses conférences. Il critique la mythomanie, donc largement documentée, de l'ancien président. Il critique les allégations d'agression sexuelle faites contre Donald Trump, sa mégalomanie et ses abus de pouvoir. Il dénonce encore l'ancien président, qui peint comme narcissiste, menteur, misogyne, violent, égocentrique, avare, malhonnête et avide de pouvoir et de richesse. Et ça, je peux vous trouver plein d'exemples. Et un signe révélateur du fait que William Barber soit associé avec le Parti démocrate, c'était en juillet 2016, lors d'un événement manifestement politique, la Convention nationale démocrate. Et là, 1 heure seulement avant le discours de clôture de la candidate aux élections présidentielles, c'est-à-dire Hillary Clinton, Barber a fait un discours
qui a secoué, qui a marqué le pays. Et ça marque d'ailleurs son entrée sur la scène nationale aux États-Unis, hein, William Barber. Mais alors, ce discours, les journalistes en ont parlé pendant très longtemps. Ce discours est tellement connu qu'aujourd'hui, on trouve les gifs sur Internet. Si on tape William Barber sur les gifs, on trouve les gifs de Barber qui parlait pendant ce discours-là. Donc voilà. Mais alors, ce qu'il faut pas oublier, quand on parle de Barber en tant qu'homme engagé dans la politique, c'est que ni Barber ni son mouvement ne cherchent à soutenir un candidat précis ou à prononcer en faveur d'un parti politique. Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est de forcer tous les candidats à affronter les problèmes sociétaux qui sont souvent ignorés par les deux partis. Il est quand même important de noter, en revanche, que s'il reste ferme dans son refus de toute affiliation avec un parti politique, Barber considère que l'engagement politique en soi est un acte tout à fait cohérent pour tout croyant et que ça fait partie intégrale de ses responsabilités morales en tant que pasteur. Et là, Barber se base sur sa vision de son ministère et il croit que son ministère est ce qu'il dit lui-même, hein, est un ministère prophétique et pastoral. Donc, en tant que pasteur évangélique, hein, il dit que c'est un pasteur évangélique. Je suis un pasteur évangélique. Donc, en tant que pasteur évangélique, il reconnaît l'importance des devoirs d'évangélisation et de prédication, c'est clair, mais il considère non moins important le respect des devoirs dits pastoraux, c'est-à-dire que se soucier du bien-être de la communauté. Alors, soit la communauté, de son église, de sa paroisse, soit la communauté américaine, la société américaine. Et là, donc, le pasteur, en tant que pasteur avec un ministère prophétique et pastoral, donc pas un homme politique, il s'engage dans tout ce qui est l'activisme. Donc, on peut dire que William Barber, c'est un pasteur, mais c'est également un activiste et un organisateur. Et là, il se met dans la catégorie d'autres personnes assez connues, telles Jesse Jackson, que vous voyez ici à côté de William Barber, lors d'un rassemblement à Washington. Donc, le révérend Jesse Jackson, il était également pasteur, également révérend. Oui, vous pourriez dire qu'il a été candidat justement aussi dans les primaires démocrates autrefois, Jesse Jackson? Oui, Jesse Jackson était candidat en 1976 et il n'était pas le premier homme de couleur qui se présente. Je crois que Frédéric Douglass s'était présenté aux élections présidentielles. Oui. Dans le passé récent, c'était Jesse Jackson. Oui. Voilà, mais dans le passé récent, c'était Jesse Jackson qui était également révérend. Donc là, on voit vraiment un deuxième exemple de quelqu'un engagé à la fois dans la vie religieuse et la vie politique. Alors, donc, voilà. Là, vous avez une image un peu de William Barber, mais si on parle justement de l'activisme de William Barber, pour avoir une petite idée de ce qu'il fait au niveau de ce rôle d'activiste et d'organisateur, on peut dire que donc William Barber a vraiment commencé à s'engager dans l'activisme au niveau régional parce qu'il est resté très longtemps pasteur de son église à Goldsboro et puis il faisait beaucoup d'activisme, mais ça restait quand même local. Mais là, au moment où ça a commencé à prendre de l'amplitude, c'était à partir de 2008. Alors, donc, en 2008, les États-Unis ont connu une montée du populisme et de l'extrême droite suite à, sans doute, vous pouvez deviner, l'élection de Barack Obama. Alors, vous vous rappelez qu'en 2008, donc, il y avait l'élection de Barack Obama, mais également, c'était les démocrates qui avaient réussi à gagner la législature fédérale, au niveau fédéral, donc le Sénat et la Chambre des représentants. Donc, en fait, le pouvoir exécutif et législatif était dans les mains des démocrates.
Et effectivement, l'élection d'un homme noir à la Maison Blanche posait problème pour une certaine partie de la population américaine. Et donc, entre le fait d'être démocrate, et Barack Obama était souvent associé avec les socialistes, et comme on a vu, alors là, être appelé socialiste aux États-Unis, c'est presque une insulte. Donc, on a vu ce backlash, en fait, ce retour vers les passés un peu imaginés par certaines personnes, où justement, il n'y avait pas d'intervention de l'État fédéral, il n'y avait pas d'impôts, où l'Amérique était l'Amérique des pères fondateurs, c'est-à-dire blancs, point final, en parlant anglais, et c'est tout. En tout cas, donc, il y a eu cette montée de populisme qui a pris la forme d'une branche du Parti républicain qui s'appelle le Tea Party. Donc, peut-être que vous vous rappelez, aujourd'hui, le Tea Party n'existe plus comme avant, puisque les personnes qui soutenaient les propos du Tea Party sont devenues ce qu'on appelle aujourd'hui la base de Donald Trump. Donc, il y a eu un transfert justement de cette idéologie vers la personne de Donald Trump. Alors, c'est quoi le Tea Party? C'est quoi ce populisme? Alors, en général, c'est une politique ultra conservatrice, donc, voire même réactionnaire d'une certaine façon. Donc, comme j'ai dit, qui est contre le pouvoir de l'État fédéral, contre l'augmentation des impôts, contre les aides sociales, contre tout programme d'aide aux plus démunis, que ce soit les pauvres, les immigrés, les enfants, les handicapés, etc. Contre les mesures écologiques également, puisque la nature est là pour qu'on l'exploite en fait, et pour qu'on gagne de l'argent. Ce groupe-là, de Tea Party, donc, qui est devenu les supporters de Donald Trump, sont quand même pour la fermeture des frontières, parce qu'ils sont contre la présence d'immigrés, de migrants, de réfugiés, et pour la liberté individuelle, dont par exemple le port d'armes. D'accord ? Et suite aux activités et aussi aux montées du pouvoir de ces groupes, parce que ces groupes-là ont réussi pendant les élections qui ont suivi l'élection de Barack Obama, on dit en 2010, en 2012, en 2014. Donc, suite aux montées du pouvoir de ces groupes, William Barber fait constat d'une crise morale. Donc là, pour Barber, tout cela, c'est une crise, et une crise morale. Alors, c'est quoi une crise morale selon William Barber? Une crise morale pour William Barber consiste en 5 fléaux. Premier fléau de cette crise morale, c'est le racisme systémique. Quand William Barber parle de racisme, il parle de racisme contre les Noirs, mais également contre les Hispaniques, les Latinos, les populations d'immigrés, les peuples indigènes, les personnes à handicap. Bon, voilà, il comprend tout le monde. Toute personne qui a souffert justement de discrimination. Deuxième fléau pour William Barber, les inégalités économiques. Alors, depuis toujours, William Barber est très occupé par la question des pauvres, par la situation des pauvres. Donc là, c'est vraiment au cœur de sa philosophie, c'est de s'occuper des pauvres. Ensuite, troisième fléau, la dévastation écologique. Alors, comme tout bon élève de la vision du développement durable, William Barber est tout à fait conscient du fait que la dévastation écologique est liée aux inégalités économiques et liée également au racisme systémique, donc il fait partie du système aux États-Unis. Donc, il dénonce également cette dévastation écologique qui touche surtout les populations minoritaires aux États-Unis. Quatrième fléau, l'économie de guerre. Alors, quand William Barber parle d'économie de guerre, il parle du fait que pour chaque dollar dépensé aux États-Unis au niveau fédéral, 53 centimes sont consacrés aux activités militaires.
Donc voilà, il y a plus que la moitié de l'argent fédéral qui passe dans le Pentagone, dans les actions militaires. Tandis que, en ce qui concerne les aides sociales, là, on est à peu près entre 10 et 15%. Donc 15% si on comprend tout ce qui est financement de l'éducation aux États-Unis, par exemple. Et William Barber dénonce cela, surtout vu que quand on parle d'inégalité économique, si on compte que les États-Unis représentent à peu près 365 millions de personnes, il y a 140 millions d'Américains qui aujourd'hui sont considérés comme pauvres ou à bas revenus. 140 millions d'Américains, ça représente pas la moitié, mais je crois que c'est dans les 45% des Américains qui peuvent être considérés comme pauvres ou bas revenus. Donc voilà, il dénonce l'économie de guerre en disant que c'est inadmissible pour lui. Cinquième chose qu'il dénonce, et ça c'est très intéressant parce que là aussi ça marque un départ par rapport à tout ce qu'on peut imaginer comme les évangélistes ou les gens croyants aux États-Unis, il dénonce le nationalisme religieux. Alors là, c'est ce que William Barber appelle une fausse narration des textes sacrés. Il dénonce l'extrémisme religieux en disant que les personnes qui appartiennent à cette vision du monde, une vision très restreinte, sont des gens qui, alors pour vous dire, qui parlent beaucoup de ce dont Dieu parle très peu et qui parlent très peu de ceux dont Dieu parle beaucoup. Voilà, c'est un peu sa phrase clé. Il répète ça très souvent. Et il appelle ça en fait l'hérésie. Il dit qu'interpréter ainsi la Bible, qui, pour Barber, il voit donc, on verra ça un peu plus tard, mais Barber voit la Bible comme des bases de la justice sociale et il dénonce le nationalisme religieux. Alors, donc, une fois la crise morale démontrée et déplorée. Ah oui, alors quelles sont ses solutions à lui? Ah, mais il ne reste pas là, il ne reste pas juste dans la dénonciation. Ça, autrement, ça ne résout rien. Barber propose une solution. Il propose une solution. Et la solution à une crise morale, c'est donc un réveil moral. Mais bien sûr, il faut que ça reste moral quand même. Alors, c'est quoi un réveil moral? Là, c'est un réveil moral surtout. Ce n'est pas un réveil religieux, c'est un réveil moral. Alors, un réveil moral, pour Barber, passe par l'activisme moral. Alors, l'activisme moral, ça revient à sa notion d'un ministère prophétique et pastoral. Donc, on est toujours dans cette idée-là. Mais l'activisme moral, c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme activisme. Ça va être des marches, des manifestations, des rassemblements, des rallyes, et également la désobéissance civique, mais toujours dans la non-violence. Donc, Barber, il pratique la non-violence comme Martin Luther King, comme Gandhi, donc qui font partie de ces modèles, en fait. Et l'activisme moral en ce qui concerne Barber commence de façon très concrète et régulière à partir de 2013. Et ce qu'on appelle les Moral Mondays, qui en français, ça donne des lundis moraux, mais ça fait un peu bizarre en français. Mais en fait, ces actions, au départ, ça devait être juste une fois où Barber, avec d'autres pasteurs et également des professeurs d'université, des experts, des étudiants, se sont rassemblés devant l'Assemblée générale de Caroline du Nord. Il ne faut pas oublier qu'en fait, chaque État aux États-Unis a sa propre législature. Et en Caroline du Nord, on appelle ça non pas la Chambre des représentants ou le Sénat, on appelle ça l'Assemblée générale. Donc voilà. Donc Barber s'est retrouvé avec d'autres personnes pour ce qu'on appelle un pray-in. Alors un pray-in, c'est un peu comme un sit-in, mais au lieu d'aller s'asseoir quelque part pour manifester son désaccord, on prie. Donc Barber s'est retrouvé à l'intérieur de l'Assemblée générale à Raleigh avec d'autres personnes et ils ont prié. Voilà, ils ont prié. Et pour ça, il a été arrêté et mis en garde à vue parce que c'était interdit de prier à l'intérieur du Capitole.
En fait, ce n'est pas interdit de prier à l'intérieur du Capitole, mais ça déplaisait. Alors là, on voit un énorme contraste avec ce qui s'est passé il y a tout récemment, là, le 6 janvier, hein, parce que là, Barber était arrêté, tout le monde était arrêté, parce qu'il priait et parce qu'il récitait la Constitution à l'intérieur de l'Assemblée générale. Alors là, sans armes, hein, sans violence. Mais en fait, ce qui s'est passé, qu'à la suite de cet événement, tous les lundis, en 2013, pendant l'été de 2013, tous les lundis, la même chose s'organisait. Et à chaque fois, il y avait de plus en plus de monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de commentateurs, de journalistes, d'historiens, de sociologues qui parlent des lundis moraux, ces Moral Mondays, comme vraiment le début de l'activisme moral régulier de Barber. Et en fait, ça a eu un tant succès que, alors là, on voit un peu, ça doit être une photo prise lors d'un rassemblement. Mais en 2014, Barber se rend compte qu'un tel mouvement, qui avait pris tant d'élan, en fait, avait besoin d'une organisation pour chapeauter, parce que d'autres personnes commençaient à organiser les lundis moraux un peu partout dans l'État de Caroline du Nord. Donc, il a créé une organisation ou une association qui s'appelle Repairers of the Breach, des réparateurs des brèches. Donc là, on se rappelle qu'au début, on avait vu ça, hein, les réparateurs des brèches. Et dont les objectifs étaient de constater cette crise morale et puis de proposer une solution, c'est-à-dire un réveil moral. Mais en 2017, il a vu encore plus grand, parce qu'il y avait un tel mouvement, un tel élan, qu'il y avait besoin d'éteindre ce mouvement à un niveau national. Et donc, avec une autre pasteur presbytérienne, Barber a créé le Poor People's Campaign, donc qui en français, ça donne la campagne des pauvres. Mais le titre entier est la campagne des pauvres, un appel national à un réveil moral. Donc voilà. Et ici, on a l'objectif non pas juste de constater la crise, mais aussi d'informer et de mobiliser l'ensemble de la population américaine pour réparer ce qu'il perçoit comme la brèche provoquée par des siècles d'oppression et d'injustice systémique en Amérique. Mais un deuxième objectif était également de provoquer des changements au sein de la société et aussi des changements dans les institutions politiques. Alors là, on passe vraiment à l'action. Et en fait, si on fait un bilan de ces actions depuis 2013, hein, c'est très efficace, en fait. En 2017, après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, dans l'État de Caroline du Nord, il y a eu une manifestation, un rassemblement de personnes de plus de 80 000 personnes dans une seule ville, dans la Caroline du Nord. En fait, c'était le plus grand jamais vu dans l'histoire de l'État. Et encore plus récemment, donc l'été dernier, la campagne des pauvres devait organiser une marche sur Washington qui ressemblait un peu à la marche sur Washington de Martin Luther King de 1963. Avec Covid, ce n'était pas possible de faire ça en présentiel. Donc, ils ont décidé de faire un rassemblement virtuel le 20 et le 21 juin 2020. Et là, ils ont réussi quand même à rassembler plus de 2,5 millions. Donc, 2,5 millions de personnes ont participé à ce rassemblement virtuel. Donc, effectivement, il est efficace. Il est efficace dans justement son activisme et dans l'organisation de l'activisme. Comment est-ce qu'il a réussi à ramasser autant de monde? Là, on peut se dire, oui, mais comment il fait? Pourquoi est-ce que ça marche autant avec Barber et ça ne marche pas avec d'autres personnes? Et c'est là, comme j'ai annoncé au début, qu'on peut parler de la politique de fusion. Alors, c'est un terme que Barber utilise énormément, mais ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Barber lui-même dit qu'il n'a pas inventé ça, ça existe depuis des siècles et que ça a toujours très bien marché. Alors, pour Barber, la politique de fusion, c'est en fait une solution tactique au problème d'avoir plein d'associations et d'organisations qui sont toutes engagées pour la justice sociale, chacune avec une cause spécifique à défendre, mais sans les moyens de vraiment exercer une pression sur l'État. Donc la réponse vraiment tactique, c'est une grande organisation pour chapeauter l'ensemble
Et toutes les petites organisations pouvaient donc se soutenir mutuellement et l'ensemble des revendications avaient une meilleure visibilité et une voix plus forte pour justement provoquer des changements, des réels changements au niveau politique et législatif. Donc, il suffit de promouvoir l'idée à l'ensemble de ces petites organisations concernées et également d'insister sur le fait que la politique de fusion ne veut pas dire une fusion de toutes les idéologies dans la mobilisation. Elle ne nécessite pas une entente parfaite entre les différents groupes. Mais en revanche, pour que la politique de fusion marche, pour que le côté politique marche dans la fusion, il faut effectivement que certaines organisations fassent des concessions et certaines positions officielles qui ont longtemps galvanisé des communautés ont dû être mises à côté au nom de l'unité. Et là, on voit comment William Barber a quand même réussi à unir des gens qui normalement ne se voient pas vraiment ensemble, mais au nom de la justice sociale, il a réussi à les réunir. Alors, de façon pratique, donc Barber a une vision extrêmement inclusive, c'est-à-dire qu'il a créé une coalition de personnes, et dans cette coalition, il y a tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur croyance religieuse ou même avec aucune croyance religieuse, ils sont réunis avec des gens de toutes partis politiques, de toute origine, de toute orientation sexuelle. C'est vraiment une vision très, très ouverte. Et ça marche très bien. Alors là, on est dans la politique. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié la religion, là, quelque part? Parce que là, on parle de tactique et de stratégie, mais on a perdu un peu la religion. Non? Eh bien non. Non, on n'a pas perdu la religion. Non, Barber ne perd jamais de vue la religion, parce que pour Barber, en fait, la justice et la foi sont inséparables. Inséparables. Et là, on revient à cette idée que j'ai annoncée un peu au début, c'est-à-dire qu'encore une fois, là, il est en accord avec la tradition protestante, comme quoi les actions sont basées sur les textes sacrés. Mais là aussi, Barber affirme que les écritures de la Bible, enfin de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, et d'ailleurs dans d'autres religions, c'est la même chose, que ces écritures sont des produits de mouvements sociaux du passé et qui peuvent servir de fondation pour les luttes aujourd'hui. Donc, il est très attaché aux Écritures saintes et il s'aligne sur cette tradition protestante. Mais, contrairement à une grande partie des pasteurs et prédicateurs évangélistes, Barber ne croit pas qu'une existence morale puisse se limiter à une relation intime et individuelle avec le sacré. Donc là, on apprend que les protestants, ce qui est très important, c'est mon salut et c'est mon rapport direct avec Jésus. Alors ça, c'est pas Barber, c'est pas du tout Barber. Barber dit qu'il faut éviter ces interprétations très étroites des textes sacrés et qu'il ne faut pas ignorer les implications sociales de tout ce qui est écrit dans la Bible. Et pour justifier le lien indissociable entre foi et politique, Barber insère une multitude de citations bibliques dans toutes ses productions, les livres, les discours, les colloques, les conférences, les interviews, et quel que soit son public, que ce soit les comités religieux ou pas, les universitaires, les personnalités politiques, les journalistes, les auditeurs. Oups, pardon, je suis allée un peu trop vite. Donc là, vous avez juste un petit exemple, un petit échantillon des citations préférées de Barber. Mais Barber est capable de sortir des citations par cœur de la Bible, comme beaucoup de prédicateurs évangéliques. Mais pour lui, il y a une implication concrète pour la justice sociale. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Oui, parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il reste dans des citations purement bibliques ou est-ce qu'il cite aussi d'autres textes? Le Coran, il y a le Coran, Tania.
Et oui, mais justement, c'est pour ça que je pose la question, enfin, quel est son rapport justement aux autres textes et comment il intègre lui en tant que pasteur, comment il fait le lien? Alors, William Barber, il est capable de faire le lien entre tous les textes sacrés de la plupart des religions du monde. Donc, il peut citer très bien le Coran, comme il peut citer l'Ancien Testament, le Torah. Il peut citer, bien sûr, donc les textes bibliques sont les textes qu'il connaît le mieux. Mais il trouve dans toutes les religions, les religions, le bouddhisme, l'hindouisme, il va trouver également des textes, des citations qui exigent à ce que l'être humain sur Terre respecte une justice sociale pour tous, en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, parce que du coup, ça reste un petit peu dans ce qui nous a été annoncé. Il déplace vraiment la foi un peu vers la morale. Il va d'abord mettre la morale au premier plan. Exactement, exactement. D'où justement son choix d'appeler ce qui se passe en Amérique aujourd'hui une crise morale et d'appeler la solution un réveil moral. Alors, William Barber, il travaille vraiment en partenariat très serré avec d'autres religions, avec d'autres chefs, des imams, des rabbins. Il travaille en partenariat. Hein. Il y a vraiment personne n'est mise de côté, personne n'est exclu. Et également avec des personnes d'aucune religion. D'abord, il est très à l'aise avec des parties de sa coalition qui sont totalement athées et qui n'ont rien à faire avec la Bible. Et pour ces personnes-là, ses citations préférées vont être les citations des textes fondateurs des États-Unis, c'est-à-dire la Constitution, la Déclaration d'indépendance, certaines chansons patriotiques, quand on prête allégeance au drapeau. Donc, il va se servir de tous ces textes que tous les Américains, ou presque, connaissent par cœur pour justifier la même chose, en fait. La justice, l'égalité, un peu aussi nos principes à nous en tant que Français, hein, tout ce qui est l'égalité, la liberté, la fraternité, etc. Meg, il faut peut-être préciser là que c'est quand même un moyen d'action très américain, c'est-à-dire d'abord des réveils réguliers. Hein, il y en a tout au long de l'histoire des États-Unis. On les appelle les awakenings, des réveils, là c'est un petit peu la même chose, mais aussi ce travail avec énormément de groupes. Comme les gens ont plein d'associations au niveau local, ils aiment bien régulièrement, comme il fait là, se regrouper autour d'un programme, alors qu'il peut être politique ou moral, etc. Et notamment dans l'interreligieux. Enfin, moi j'ai beaucoup étudié ça et suivi comment des groupes religieux qui chez nous ne seraient jamais ensemble travailler par exemple avec la police ou avec les pompiers ou avec des infirmiers pour permettre à une société donnée, à une ville donnée de s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très culturellement américain et qu'on ne connaît pas vraiment chez nous. Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est très, 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 très courant en fait. Hein. Mais effectivement, on n'a pas la même vision de religion de façon générale. Hein. Vu notre histoire en France, nous n'avons pas la même relation à la religion. Aux États-Unis, c'est vraiment une vision différente. Même la notion de laïcité, les États-Unis soutiennent la laïcité, bien sûr, mais c'est interprété différemment. Ce n'est pas interprété de la même façon. Ce qui fait que on voit les groupes religieux sont très visibles et très impliqués dans tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la politique, comme on voit ici. Alors, si vous me le permettez, Madame Rigal, on ne vous entend pas. Pardon, j'éteins toujours le micro. Oui, il faudrait peut-être un petit peu accélérer parce qu'il est 7 heures. Oui, il y a peut-être des gens qui vont devoir aller préparer à manger ou manger. Alors, j'avais un petit film, enfin tout court là, qui dure à peu près 3 minutes. Est-ce que vous pensez que ça résume un peu ce que j'ai dit? Oui. Donc on va résumer ça et puis après je vais juste conclure sur les comparaisons avec Martin Luther King. Mais dans ce petit film, en fait, ce qui est très intéressant, bon, c'est en anglais effectivement, mais c'est sous-titré. Et là, en fait, vous allez voir un peu le résumé de tout ce qu'on a pu voir ce soir. C'est-à-dire qu'on a l'importance de cette notion de sauver le cœur ou l'âme de la nation. Vous allez entendre en fait le battement de cœur au début et à la fin. Vous allez voir visuellement, même sans comprendre l'anglais, vous allez voir visuellement cette idée de coalition
un mélange de tout le monde, de toutes les personnes qui font partie de cette mixité, cette diversité américaine. Vous allez voir donc Barber en train de se manifester. Vous allez voir Barber en état d'arrestation également. Et vous allez voir donc Barber qui parle lors de son discours en 2016 de la nécessité de sauver le cœur et l'âme de la nation. Donc, je vous laisse découvrir un peu tout ça et après, je vais en faire une petite conclusion sur lui par rapport à ce héros de Martin Luther King du passé. Alors, on y va. Good evening. I come before you tonight as a preacher and a theologically conservative liberal, evangelical biblicist. But I'm a conservative. I am a conservative because I work to conserve a divine tradition that teaches us to do justice, love mercy, and walk humbly with our God. Our Constitution calls us to commit our government to establish justice, to promote the general welfare, to provide for the common defense, and to ensure domestic tranquility. We have never lived this vision perfectly, but this ought to be the goal at the heart of democracy. There have always been forces that want to harden, even stop the heart of democracy. But there have also always been people who stood together. They tell me that when the heart is in danger, somebody has to call an emergency code, and somebody with a good heart will bring a defibrillator to work on a bad heart, because it's possible to shock a bad heart and revive the pulse. We, in this moment, are being called, like our foremothers and fathers, to be the moral defibrillators of our time. As a preacher, activist, and organizer, Reverend Dr. William Barber has been a fierce defender of democracy and lifelong advocate for civil rights. Through his work on the Moral Mondays movement in North Carolina, he helped remove a morally corrupt governor from office. As an advocate for the disenfranchised, he revived the Poor People's Campaign to fight for voting rights and a fair living wage for all. That some issues are not left versus right or liberal versus conservative. They are right versus wrong. We need to embrace our deepest moral values and push for a revival of the heart of our democracy. We must work with every fiber in our being to revive democracy. The name Dr. Reverend William Barber stands for the future of a powerful justice movement. With Moral Mondays in North Carolina, he brought organizations across social justice movements together to fight for injustices of all kinds. And I know his work in that regard is only just beginning. He has brought the lens of humanity to our civil rights struggle. He is a North Star for so much of the work that we do across our issues and across our communities and across our organization. My brother, Reverend Dr. William Barber. Thank you for being a person of faith. For your leadership, for changing the conversation about what it means to be a social justice warrior in this country. And for all the sacrifice that you are giving to do the work that you are doing on behalf of all the people who care. Thank you for all you do. We love you. We must shock this nation with the power of love. We must shock this nation with the power of mercy. We must shock this nation and fight for justice for all. We can't give up on the heart of our democracy. Not now, not ever. Alors voilà, donc juste pour terminer, et je m'excuse d'avoir été un peu longue là, on avait annoncé au début que William Barber est souvent comparé à Martin Luther King.
journalistes, historiens, philosophes, sociologues ont déjà fait cette observation. Est-ce qu'on peut réellement dire que William Barber, c'est le deuxième Martin Luther King? Des similitudes sont frappantes entre les deux hommes, donc pasteurs du Sud, noirs ou africains-américains, des leaders dans la lutte des droits civiques, pratiques de désobéissance civique non violents et doués d'un charisme indéniable et des dons d'orateur. Je crois que la comparaison est juste. Hein. Je crois que c'est tout à fait possible. Alors, on peut bien sûr parler de différences par rapport à l'époque, mais Barber dirait qu'en fait, l'histoire se répète, d'où la nécessité d'une troisième reconstruction par rapport à cette crise morale actuelle. Et pour conclure là-dessus, est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment eu des effets sur les États-Unis? Et là, je reviens au début de cet exposé, hein, de cette discussion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, est-ce qu'il y a eu des changements politiques? Peut-être et peut-être pas. Là, il y aura de la recherche à faire. Est-ce qu'il a vraiment eu un effet sur les votes? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, William Barber est devenu, pour la nation, une sorte de consultant moral, on va dire. Parce que William Barber, en fait, c'est la personne vers qui la nation se tourne pour des explications, des éclaircissements, les éclaircissements et des réponses, surtout pour les questions de racisme, de religion, de droits civiques, mais aussi la personne à qui on fait appel pour faire un diagnostic des événements et pour trouver des traitements contre ces maladies dont le pays souffre, donc pour soigner son âme, en fait. Et la preuve, c'est que finalement, c'est William Barber que le président et la vice-présidente ont choisi pour le lendemain de l'investiture depuis la cathédrale nationale pour justement parler de ces divisions et de comment soigner ces divisions actuelles aux États-Unis. C'est William Barber qui voulait, pour nous donner un avis sur l'état de la nation, c'est William Barber qui finalement donne des conseils pour soigner cette nation malade, ces divisions. Donc, William Barber, finalement, c'est un peu l'expert en moralité que la nation consulte pour réparer ces brèches, pour soigner ces divisions et pour éventuellement entamer cette troisième reconstruction pour sauver l'âme des États-Unis. Merci beaucoup, merci, c'était vraiment parfait. Et là, avec cette image, Meg, alors évidemment, il a une canne parce qu'il a du mal à marcher, mais en même temps, c'est le berger, c'est tout à fait surprenant, puisqu'il la met bien en évidence. Il ne s'appuie même pas dessus, hein, si on regarde bien, hein, il la tient à la main, et c'est vraiment le berger de la nation américaine. Un petit mot peut-être sur la troisième reconstruction, parce que si on n'est pas américaniste, on ne saura pas ce que c'est. La reconstruction, c'est la période après la guerre civile, qui a suivi la guerre civile, pour reconstruire la société du Sud. Et puis, il y a eu une deuxième reconstruction ensuite, puisque la première avait du mal à marcher. La deuxième n'a pas très bien marché non plus, puisqu'il y a eu une très forte ségrégation qui a suivi. Donc, la troisième reconstruction, c'est ce rappel de l'histoire américaine. Et ici, l'idée qu'il faut véritablement unifier le peuple, comme vous l'avez bien expliqué. Alors, est-ce qu'on a quelques questions? On a un petit peu de temps, hein, s'il y a des gens qui peuvent rester pour poser des questions. Merci en tout cas, Meg, c'était parfait. Merci. Oui, alors vous pouvez tous allumer votre... Enfin, chacun peut allumer son micro. Hein. Bon. Personne ne veut poser de questions. Je peux vous... Alors, attendez. Je peux désactiver le son. Non, demander à tout le monde la réactivation. Il n'y a aucune question? Bon. Oui, moi j'avais... Bonsoir, je suis Marianne Verne et ex-élève de Madame Bernadette. J'avais ce mot revival, il donne l'impression d'être un peu comme un nouveau messager pour faire revivre les États-Unis
un peu comme le phénix, descendre de tout le mal qui a pu se passer dans les dernières années. Donc, ce mot revival donne l'impression de cette notion comme de renaissance, un peu apocalyptique de la nouvelle Jérusalem ou quelque chose comme ça. Et peut-être, est-ce qu'il serait, lui, favorable à s'investir davantage pour devenir éventuellement, pour se postuler à devenir président? Là, je peux vous répondre que non, et ça ne l'intéresse pas du tout. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que William Barber est avant tout un pasteur. Donc, il n'a aucune envie de se présenter pour un poste politique. Son travail pour lui, c'est ce ministère prophétique et pastoral, et il est engagé dans tout ce qui est la justice sociale et engagé également sur la scène politique, la scène publique, comme lui il dit, mais il est pasteur, il sera toujours pasteur. Il n'a aucune intention, aucune ambition de s'engager dans la vie politique proprement dit. Mais quand même, il est disponible pour éventuellement aider ce président que nous avons maintenant, Biden, et à lui donner des conseils ou à le guider avec les autres religions, essayer de faire, de regrouper toutes ces religions qu'il y a aux États-Unis, tous ces nouveaux mouvements, pour éventuellement aller vers quelque chose de plus compact pour que Biden puisse travailler, améliorer son travail envers surtout ces 140 millions de personnes en précarité. Oui, attention, ils ne sont pas 144 millions en précarité, ils sont pas très riches, mais ils ne sont pas tous précaires. Okay. Ils ne sont pas tous sous les ponts. Mais ça fait partie, enfin Meg le sait bien sûr, ça fait partie de toute cette tradition aussi américaine d'avoir des grandes figures morales, religieuses en général, qui sont des conseillers de la Maison-Blanche. Il y a eu pendant très longtemps Billy Graham, très célèbre évangéliste qui était beaucoup moins, pas du tout corrompu comme beaucoup de télévangélistes se sont avérés être, et qui a conseillé tout un tas de présidents. Il a arrêté à Nixon quand il y a eu le Watergate, mais c'est une très vieille tradition américaine. Et tout au long du 19e siècle, il y a également eu des pasteurs. Alors là, vous avez vu pour Biden, pour sur un téléphone plus tard, maintenant que ça marche. Non, il faudrait éteindre vos micros là quand vous parlez, si vous n'êtes pas en train de parler directement à Meg. Mais il y a eu aussi, quand vous avez regardé l'investiture, il y a eu un jésuite qui a ouvert la cérémonie d'investiture. Il y a eu ensuite un autre pasteur noir de l'église de la bourgeoisie noire, les Africains méthodistes épiscopaliens. Donc, si vous voulez, c'est une tradition américaine qui est effectivement très différente de chez nous. Alors, William Barber, c'est l'actuel, mais il est dans une très grande tradition pour essayer de moraliser la vie publique et de rassembler les gens par l'amour, la bonne volonté, etc. Enfin, je pense que Meg peut rajouter quelque chose là-dessus. Non, en fait, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est tout à fait ce que Barber cherche à faire. Donc, sa présence pendant cette prière le lendemain de l'investiture, ça montre justement que Biden et son équipe politique se tournent vers ce genre de leader pour être conseillé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Biden avait déjà fait des entretiens avec Barber avant d'être élu. Donc, ils ont déjà une relation d'amitié qui... Mais vous avez bien dit d'ailleurs qu'il avait parlé avec tous les candidats aux primaires démocrates. Il avait parlé avec Bernie Sanders, Elizabeth Warren, l'autre qui a un nom imprononçable, Buttigieg, là, voilà. Donc en fait, il avait discuté avec tout le monde, ne sachant pas qui allait le remporter, puisqu'il n'était pas du tout. Il avait cherché d'ailleurs à s'entretenir avec les républicains. Donc Barber, il reste quand même ferme là-dessus. Il n'est pas anti-républicain. Il est anti-immoral. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de républicains aujourd'hui
que Barber considère comme des personnes qui mènent des vies et des politiques immorales. Mais il avait demandé aux candidats républicains également de faire des tables rondes. Il avait invité tous les candidats républicains à venir dans son église à Goldsboro et ils ont refusé. Oui, oui. Ah oui, oui, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Suzy, tu veux poser une question? Non, simplement, je voulais faire remarquer, vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Remarquer, tout ce que vous avez dit, alors moi j'ai trouvé ça très intéressant, ça montre bien la différence entre la tradition française et la tradition américaine, parce que nous en France, on aurait tendance à se méfier de cet élément messianique, etc., alors que aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Ça le montre très bien, les différences dans les mentalités, justement le rapport à la laïcité que vous avez mentionné. C'est pas du tout, les réactions ne sont pas du tout les mêmes non plus. Ouais. Oui, effectivement, ça peut même, enfin, si on ne sait pas, on peut trouver ça assez drôle, parce que le lendemain de l'investiture, le président est filmé pendant un service de prière. Ah bon, depuis la Maison Blanche, voilà, en direct avec la cathédrale nationale. Ceci dit, on peut aussi citer, bon, c'est pas vraiment comparable, mais parfois nous avons, même en France, hein, on voit les services pour l'enterrement à Notre-Dame, où on va voir justement les hommes et les femmes d'État qui vont être présents dans la cathédrale de Notre-Dame pour une messe. Bon, ils ne sont pas là en tant que croyants, ils sont là en tant que représentants de la République. Mais ça reste quand même une cathédrale donc active encore aujourd'hui pour un service religieux. Ils sont présents. Donc bon. Oui, et puis tous les débats au Congrès s'ouvrent avec une prière. Il y a un aumônier particulier du Congrès qui va ouvrir les débats avec une prière, alors qui est une prière assez écuménique, mais qui est fondamentalement chrétienne et biblique. Hein. Donc ça se fait toujours. Il y a un aumônier qui est nommé pour un certain nombre d'années, qui est très souvent un épiscopalien, mais pas forcément. Cette année, c'est une femme pour la première fois. Voilà, mais ça choque absolument personne, donc les séances s'ouvrent avec une prière. Ouais. Alors, ceci dit, donc, on parle beaucoup de la tradition chrétienne aux États-Unis. Effectivement, le président, comme des membres du Congrès, et le Congrès, hein, le Sénat et la Chambre des représentants, quand ils prêtent serment pour leur travail, la tradition veut que, ce n'est pas obligatoire, mais la tradition veut qu'ils prêtent serment sur la Bible. Mais pour les députés, les représentants qui sont de croyances musulmanes, ils prêtent sur le Coran. Donc, voilà, on peut, toutes les religions, et puis pour ceux qui sont athées, ils prêtent sur rien. Et voilà, donc en fait, il ne faut pas croire qu'il y a cette obligation, en fait. Oui. De pratiquer telle ou telle religion. Toutes les religions et aucune sont tout à fait autorisées. Meg, je peux poser une question? Oui. Je voudrais te demander, par contre, Joe Biden, il est catholique. Comment ça se fait qu'il a fait appel à un révérend protestant? En fonction de tout ce qu'elle a dit, Meg, il a fait aussi appel à un jésuite, hein, la cérémonie. Ah oui. Oui, mais ça, c'est enfin, Meg, allez-y, mais c'est l'écuménisme, justement. Oui, voilà, c'est vraiment une approche. Biden sait très bien que, être catholique, c'est une chose, mais on est d'abord président des États-Unis. Donc, ce n'est pas forcément le point de vue de tous les hommes et toutes les femmes politiques aux États-Unis. Mais Joe Biden, effectivement, est catholique et continue de pratiquer ouvertement sa religion, même pendant certaines cérémonies. Je ne sais pas si vous avez regardé l'investiture, mais à un moment donné, devant le soldat inconnu, il fait le signe de la croix. Alors, donc, à part Kennedy, personne n'a jamais fait ça dans l'histoire des États-Unis. Mais ceci dit, voilà, la religion reste quand même dans la sphère plus ou moins personnelle. Et il n'y a jamais et puis il ne pourrait pas, ça va contre même les valeurs de Joe Biden de vouloir promouvoir une certaine religion depuis la Maison Blanche. De toute façon, il a pas le droit. Oui, de toute façon, il peut pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bon, s'il n'y en a pas, bien écoutez, Meg, moi je vous remercie du fond du cœur.
et je pense que tout le monde aussi. On était autour de 25 à vous écouter. Alors, comme on a dit déjà, l'enregistrement, j'espère qu'il va bien se dérouler. Et ensuite, grâce à Tania, mais au mois de mars, on mettra ces enregistrements sur YouTube. Donc, je vous donne rendez-vous si vous avez le temps, le 24, autour de 18h. Et là, je parlerai de quelque chose de radicalement différent, qui sera les étapes de la revitalisation des religions, ou comment il y a de nouvelles religions qui arrivent, à quelles étapes elles suivent pour justement arriver sur le marché du religieux. Et comme exemple, je prendrai donc cette religion de Corée que je commence à bien connaître maintenant depuis quelques années. Et je vous montrerai alors pas mal de photos pour accompagner ce que je pourrais vous dire. Voilà, donc je vous dis au revoir à tous. Et à bientôt. À bientôt à tout le monde. Et merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.